Il faut que le joueur ait la démarche initiale et la curiosité initiale de se renseigner sur ce passé avec lequel il va jouer. Je crois que j'ai passé 1 mois à jouer Rome Total War. Alors ça a été une gifle. On peut aussi découvrir quand on joue un jeu comme Red Dead Redemption où on incarne un cow-boy dont cette fantaisie est vraiment bien retransposée avec une crédibilité qui est très forte. Je me souviens quand le tout premier Assassin's Creed est sorti, honnêtement j'étais ado, j'étais comme un fou en me disant « Waouh mais c'est trop bien, on va pouvoir revivre l'histoire, etc. » Pouvoir nous plonger dans des époques comme ça, c'est absolument génial. Assez tôt dans l'histoire du jeu vidéo, on a des jeux vidéo qui se sont intéressés à l'histoire. Alors l'exemple le plus connu c'est Oregon Trail. Un jeu comme Time Splitter 2, pour moi ça a été un des jeux de mon enfance. Ensuite, avec le jeu vidéo historique, c'est Wolfenstein 3D, où il fallait tuer des nazis, ce qui pour moi était un plaisir intense, même si Hitler était très très difficile à tuer, mais à la fin on y arrivait quand même. Le concept de la chaîne Nota Bene, c'est de vulgariser l'histoire. L'histoire, souvent, c'est une matière où il y a des gens qui sont passionnés, mais il y a plein de gens qui se disent « bon, ça sert à rien » ou « c'est trop complexe pour moi » ou « c'est trop chiant ». Le but, c'était vraiment d'essayer de rendre ça amusant. L'utilisation du jeu vidéo à l'école est pour moi extrêmement normale. Et la première fois que je leur présente ce type de document, les élèves, beaucoup d'entre eux sont à la fois estomaqués et ravis. J'utilise beaucoup la pop culture, parce que si on commence à nous dire « bon bah voilà, on va parler de Seconde Guerre mondiale par exemple », on peut se dire « c'est pas pour moi ». Si on se dit « bah ouais, mais on va faire la Seconde Guerre mondiale par le jeu vidéo ou par le cinéma, on va parler de Harry Potter Seconde Guerre mondiale », d'un seul coup les gens se disent « ah, mais il y a une relation entre les deux, c'est intéressant », et puis en plus moi je connais déjà Harry Potter, je connais déjà le Soldat Ryan, donc les gens ont déjà un pied dans le sujet. La pop culture, ça permet, et le jeu vidéo en particulier, ça permet de les emmener tout de suite sur un terrain qu'ils connaissent. Je suis vraiment convaincu que l'ensemble des jeux Assassin's Creed sont une excellente porte d'entrée vers les mondes passés. La porte n'est jamais la salle qu'il y a derrière, mais c'est un excellent moyen. Quand j'ai commencé à étudier l'histoire au début des années 90, je n'aurais jamais pensé travailler dans un jeu vidéo. Je jouais et j'étudiais l'histoire. Je n'aurais jamais pensé que ces deux mondes allaient se rencontrer. L'histoire est une passion, toute période confondue. Et il y a quelques années, j'ai commencé à travailler pour Ubisoft à l'unité de recherche. Alors les Vikings, c'était effectivement une demande depuis assez longtemps de nos fans. Les Vikings, c'est passionnant, c'est mystérieux, ce sont des voyageurs, ce sont des aventuriers. Aujourd'hui, les historiens s'intéressent à ce qu'on appelle le médiévalisme, c'est-à-dire toute forme de réappropriation, de réutilisation, de récupération d'éléments qui sont puisés dans le monde médiéval. Ça peut être le chevalier, ça peut être l'épée, ça peut être le viking, qu'on retrouve très largement dans les jeux vidéo, dans les séries, dans même les jeux de plateau, dans les escape games. C'est paradoxal parce que c'est une période qu'on connaît très mal en fait. Si on fait un sondage dans la rue, les gens ne savent quasiment rien du Moyen-Âge. Et en même temps, le château, l'épée, le chevalier, le roi, le viking, ce sont des figures qui sont omniprésentes. Les Vikings, ces fameux Vikings, on sait que fin du 8e, début du 9e siècle, d'un coup se mettent à apparaître partout, que ce soit pour commercer, pour explorer ou que ce soit aussi parfois pour piller. Dans l'imaginaire collectif, le viking, c'est un guerrier musclé, grand, fort, généralement plutôt blond et aux yeux clairs. Les vikings ne portaient pas de casque à cornes, contrairement à ce qu'on peut penser. Les vikings ne naviguaient pas non plus à bord de dracars. Alors bien entendu, ils naviguaient à bord de bateaux, mais qu'ils n'appelaient pas des dracars. Le terme n'apparaît pas dans les sources, c'est un mot qu'on a inventé. À l'unité de recherche, notre travail, c'est de fournir autant de connaissances possibles, autant de matériel, le plus authentique nous-mêmes
Au cours de nos recherches, on découvre des choses, on apprend des choses. Ma principale découverte, c'est certainement tout ce qu'il y a derrière ces Vikings. Parce que oui, on en a gardé la trace et c'est normal des pillards. En réalité, il y a toute une société derrière, avec sa vie, sa culture extrêmement riche. Dans le jeu, je pense qu'ils ont essayé de retranscrire un petit peu l'évolution actuelle qui est qu'on perçoit toujours le viking bien sûr comme un guerrier violent et sanguinaire, mais en même temps on est aussi conscient que les anciens Scandinaves n'étaient pas que cela, c'était aussi des fermiers, c'était aussi des artisans, ils travaillaient la terre, ils avaient également des familles qu'ils protégeaient et qu'ils aimaient, et on a l'occasion de voir ça dans le jeu. C'est intéressant de voir comment on a pu construire une collaboration avec les historiens. Quand on a fait notre scouting trip en Norvège avec l'équipe, on avait toujours cette possibilité de discuter, de dialoguer avec eux et d'avoir plus d'informations et de nourrir notre curiosité par rapport aux lieux que l'on visitait. Quand on veut faire un nouvel Assassin's Creed, on se pose la question de savoir où ça va avoir lieu, ce qu'on appelle le setting. Nous, on peut déjà intervenir à ce niveau-là, ça veut dire qu'on va étudier les périodes qui plaisent aux équipes, qui plaisent aussi à notre communauté de joueurs, et on va regarder le potentiel de chacune. Est-ce qu'il y a des sources, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Question typique liée à Assassin's Creed, est-ce qu'il y a de la hauteur parce qu'on monte et on saute beaucoup? Oui, je me souviens, c'était assez amusant. On a eu plusieurs petits accros comme ça avec des personnes de l'équipe où on était en voyage de repérage et on visitait le château de Portchester, et je me souviens qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient choquées parce qu'il y avait une partie de la construction qui était romaine, donc authentique et clairement exploitable au IXe siècle, et une partie qui était normande. Ça nous a fourni des constructions romaines en hauteur, forts, aqueducs, temples, etc. Et les joueurs verront donc dans le jeu pas mal de constructions romaines. Encore une fois, il s'agit bien d'un jeu et qui fait intervenir beaucoup d'autres logiques qu'une simple logique historique ou de reconstitution historique. Pour autant, c'est pas nécessairement contradictoire. Les équipes font très attention à ça d'ailleurs, en général. C'est de se nourrir de l'authenticité historique pour faire du gameplay. Un jeu reste avant tout une création, même s'il y a une partie avec la dimension de recréation de certains éléments historiques, que ce soit en architecture, dans les paysages, et c'est important de trouver l'équilibre. Pour le grand public, l'enjeu est de pouvoir se projeter dans un ailleurs, dans un autre temps, et l'inciter aussi à réfléchir sur son passé, et en réfléchissant sur son passé, peut-être à réfléchir sur lui-même finalement. Il y a évidemment une manière de se rattacher à l'histoire à travers le jeu vidéo, et d'autant plus qu'on a des moyens de plus en plus extraordinaires qui nous permettent d'avoir des mondes ouverts dans lesquels on peut présenter énormément de choses et vraiment découvrir un monde et une période telle qu'elle pouvait être avant.